Il a été frappé à mort. C'était un crime très violent. Une épouse aigrie. L'autre pas, une femme. Voilà qui laisse des tas de possibilités. Tout de suite, dans Crime en haute société. Bienvenue dans les Hamptons. L'élite américaine a toujours aimé venir se ressourcer dans les petits villages qui jalonnent la côte sud-est de Long Island. À ma connaissance, la plus grande criminelle des Hamptons, c'est une femme qui a osé frapper un gardien de parking avec une baguette parce qu'il lui avait mis une amende. Tout bascule le 20 octobre 2001. Un meurtre a été commis pendant la nuit. Il y a plus de 20 ans que cela ne s'était pas produit. Tout s'est déroulé dans cette villa de 6 chambres située sur Middle Lane à East Hampton, à 2 pas de la plage. Et des résidences de Jerry Seinfeld et Steven Spielberg. Le meurtrier n'y est pas allé de main morte. Il y avait du sang partout. C'était vraiment pas le genre de scène qu'on s'attend à voir dans les Hamptons. La victime se prénomme Ted Amon. À 52 ans, ce magnat de la finance qui avait tout pour plaire et dont la fortune était estimée à 80 millions de dollars, comptait parmi les résidents les plus aisés de la région. Wall Street vient de perdre l'un de ses ténors, comme ça, du jour au lendemain. Dans les Hamptons, tout le monde est sous le choc. Et déjà, les rumeurs enflent sur les circonstances de cette sombre tragédie. Il a été passé à tabac. On l'a frappé jusqu'à ce que mort s'en suive. Le rapport médico-légal fait état d'une trentaine de coups portés à la tête avec un objet lourd et contondant. Pas la moindre trace d'effraction, pas le moindre objet volé. Personne ne s'explique ce qui s'est passé. At this point in time, everything's a motive, and his stature, his financial status are certainly things to be taken into consideration. Tous les regards sont braqués sur 2 suspects potentiels. Jenny Rosa, la femme de Ted Amon, et son amant de 38 ans, Danny Pelosi, un électricien clandestin connu pour son addiction à l'alcool et à la drogue. Dans l'entourage des Amon, de nombreuses personnes ont eu la même réaction en apprenant la nouvelle. Elle a donc fini par le faire. Sexe, meurtre, trahison, tous les ingrédients sont réunis pour un festin médiatique sans précédent. Pendant 3 ans, le meurtre du riche financier new-yorkais va faire couler beaucoup d'encre. Ted Amon était un homme hors du commun. Il était brillant, il était riche. C'était aussi un homme qui, au fait de sa gloire, n'a jamais oublié d'où il venait. Ted Amon grandit dans une famille modeste non loin de Buffalo, dans l'État de New York. À l'université de Bucknell, il étudie l'économie et joue dans l'équipe de lacrosse. Rien ne le distingue de ses camarades, si ce n'est son immense talent. Ted Amon était l'un de ces battants qui, malgré des origines modestes, réussissent à se hisser au sommet. Il a fait ses armes au début des années 80 en s'occupant de rachats d'entreprises. Le jeune Ted gravit les échelons à une vitesse prodigieuse. À 35 ans, il a déjà été nommé associé et ses revenus annuels se chiffrent en millions. C'était quelqu'un qui ne plaisantait pas avec le travail. Il était très pro, très ambitieux. Mais il n'en demeurait pas moins abordable. Ted divorce de sa première épouse en 1983. Contraint de se trouver un nouvel appartement, il prend alors rendez-vous avec l'agent immobilier Jenny Rosa Rand, rendez-vous qu'il oublie aussitôt. Il avait un côté un peu tête en l'air. C'était sans doute l'un des revers de son intelligence. Il était déconnecté, comme a dit l'un de ses amis. Ce genre d'outrage passe peut-être avec son entourage, mais pas avec Jenny Rosa. Ça l'a mise très en colère qu'il ne vienne pas au rendez-vous. Elle l'a donc appelé pour lui dire ce qu'elle pensait de lui et
Apparemment, ça a plu à Ted, ce côté un peu culotté. Ted et Generosa se marient 3 ans plus tard en 1986. Le couple vit alors sur un nuage. Apparemment, au début, tout se déroulait à merveille. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Sur le plan professionnel, Ted continue de se distinguer, en participant notamment à la plus importante opération financière des années 80, le rachat de la firme R.J.R. Nabisco pour 26 milliards de dollars. En 1992, il donne un nouveau tournant à sa carrière. Pour lui, il n'y a aucune limite dans le couple. Mais elle n'était pas un ange non plus. Je crois que c'était des âmes sœurs. Il semblait tirer plaisir de ce qu'il faisait. Les deux avaient des personnalités corrompues. Et ensemble, ils formaient un seul être maléfique. Do you think you could give us a ride? Our car broke down. Yeah, sure. This is my car. You can have it. Le 10 novembre 1986, le service de police de Redlands, en Californie, reçoit un appel inquiétant. Corrina Novice a été portée disparue par ses amis et collègues, et par sa patronne. Celle-ci semblait particulièrement inquiète, car Corrina était une personne très fiable, et ça faisait maintenant quelques jours qu'elle ne s'était pas présentée au travail. La femme déclare à la police qu'elle s'est rendue à l'appartement de Corrina pour prendre de ses nouvelles. La porte d'entrée était ouverte et sa voiture avait disparu. Son appartement était sans dessus-dessous. Corrina, âgée de 20 ans, avait récemment déménagé en Californie pour se trouver un emploi afin de payer ses études. Elle venait d'une petite ville de l'Idaho. C'était une jeune fille typiquement américaine, une meneuse de claques. Elle était très travaillante et venait d'une famille honnête et respectable. Je suis allé à l'appartement et j'ai examiné les lieux, mais je n'ai trouvé aucun signe d'introduction par effraction. J'ai par contre remarqué que certains tiroirs avaient été vidés sur le sol. Des amis de Corrina font remarquer qu'un répondeur et une machine à écrire ont disparu. Les enquêteurs demandent à sa patronne si Corrina a eu des ennuis récemment. Elle semble être une jeune fille de 20 ans très aimable. Elle avait 2 emplois dans la région, et nous ne lui connaissions aucun ennemi à ce moment-là. Les enquêteurs apprennent aussi que les amis de Corrina ne l'ont pas vue depuis plusieurs jours. Elle était censée participer aux activités de la fête annuelle de l'université de Redlands, mais elle n'y était pas. C'est le premier signe qui nous a fait croire que quelque chose clochait. Les policiers découvrent que Corrina vient tout juste de se séparer de son copain. On a pris contact avec l'ancien copain de Corrina. Il nous a confirmé ses allées et venues pendant la période en question, et on a conclu qu'il n'était pas mêlé à cette affaire. Le 12 novembre, 2 jours après que Corrina a été portée disparue, la police de Redlands reste sans indice. Il n'y a rien de plus frustrant qu'une enquête lorsqu'on n'a aucune piste. Chercher à l'aveugle, sans piste, ça donne l'impression de tourner en rond. L'annonce de la disparition de Corrina se propage et mène la police à un important indice à 1 heure de route de Redlands. Un sergent du service de police de Laguna Beach nous a appelé pour nous dire que le gérant d'un dépanneur avait trouvé une pièce d'identité appartenant à Corrina sous une poubelle derrière son commerce.
Je me suis aussitôt rendu à Laguna Beach pour y jeter un coup d'œil et j'ai constaté qu'un permis de conduire de l'Idaho appartenant à Corrina Novice s'y trouvait. Il y avait aussi des chèques personnels au nom de Corrina Novice. Les chèques portent à plusieurs endroits la signature de Corrina, ce qui laisse croire que quelqu'un s'est pratiqué à contrefaire sa signature. Les policiers trouvent aussi d'autres pièces d'identité dans le sac qui contenaient les chèques. Nous y avons aussi trouvé une carte des services correctionnels de la Californie au nom de Gregory Marlowe et une autre pièce d'identité appartenant à Cynthia Kaufman. Une vérification des antécédents judiciaires révèle que Cynthia Kaufman a commis quelques larcins mineurs, mais que James Marlowe est un criminel endurci. Marlowe avait été arrêté plusieurs fois et il avait fait de la prison. Il avait entre autres été arrêté pour vol qualifié, pour cambriolage, pour vol de voiture et pour consommation de drogue. Il avait un casier judiciaire et une très longue liste d'arrestations. J'étais inquiet car il m'apparaissait tout à fait apte à commettre un crime violent. Les enquêteurs soupçonnent Marlowe d'être responsable de la disparition de Corrina et se demandent si Cynthia Kaufman ne serait pas sa deuxième victime. J'avais l'impression que quelqu'un, sans doute Marlowe, avait tenté de se débarrasser de ces pièces d'identification. Si elles avaient abouti dans le conteneur, nous n'aurions jamais découvert cette piste. Les policiers ne croient pas aux coïncidences. Lorsqu'on trouve une pièce d'identité appartenant à une personne disparue avec celle d'autres personnes, c'est que quelqu'un quelque part a commis une erreur. Une simple bévue a mis la police sur la trace de Marlowe. Maintenant que les autorités ont un suspect, le temps presse. Il arrive souvent lors de vols que le suspect tente de s'attaquer à sa victime afin de l'empêcher de témoigner contre lui. C'est encore plus courant lorsque l'auteur du crime a déjà fait de la prison et qu'il sait que s'il laisse partir le témoin, celui-ci pourra témoigner contre lui. La plupart des criminels ne veulent pas retourner en prison. Si le temps est compté pour les policiers, James Marlowe, lui, croit qu'il a tout son temps. En novembre 1986, les policiers de Redlands, en Californie, enquêtent sur la disparition de Corrina Novice, âgée de 20 ans. Un indice les mène à Cynthia Kaufman et James Marlowe.